Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette journée de réflexion et de mobilisation sur le thème de la requalification. Ça s'inscrit dans les activités du 50e anniversaire d'Héritage Montréal. Et avant de revenir pour les détails logistiques très importants, je passe la parole à notre directeur général, Robert Turgeon, qui est avec nous pour l'occasion. Pour l'occasion. Merci Dino. Oui, pour l'occasion et toutes les occasions. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. On est complet. Alors, on est très fiers, très heureux de la réponse enthousiaste lors des invitations à cette journée très spéciale. Alors, Héritage Montréal est fier et heureux de vous accueillir aujourd'hui au fameux Théâtre Rialto, un lieu emblématique et patrimonial du Myland de Montréal, propriété du groupe Carrosselli. Mais avant de passer au remerciement, et je ne volerai pas le scoop à Dino, j'aimerais vous donner un indice sur l'orientation de cette journée. Toutes les expertises sont réunies dans la salle pour réaliser des projets de requalification patrimoniale. On est plus de 250 et la liste des participants démontre cette complémentarité des expertises qui sont disponibles à Montréal et au Québec pour des projets de requalification patrimoniale. Donc, la question aujourd'hui n'est pas pourquoi, mais bien comment réaliser davantage de projets patrimoniaux au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais brûler le punch de Dino. Alors, nous tenons à remercier les membres du comité organisateur de cette journée d'études et de mobilisation, soit Dino Boumbarou et Taïka Baillargeon, respectivement directeur et directrice adjointe chez Héritage Montréal. Également, Marie Lessard, présidente bénévole de notre comité patrimoine et aménagement et professeure émérite à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, Marie, ainsi que de Claudine Déhomme, membre bénévole aussi de notre comité patrimoine et aménagement et professeure associée à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Claudine. Le comité organisateur a également reçu l'appui indéfectible des membres de notre permanence. Vous pensez peut-être qu'on est 15, mais on est une belle équipe de seulement 6 personnes pour réaliser des événements comme celui-là. Et je tiens à remercier les membres de l'équipe qui sont sûrement en train encore de fourmiller un peu partout. Véronica, Anthony, Maude, Zéneb, Audrey-Anne et Éléonore, ainsi que nos 6 bénévoles qui vous ont accueillis à l'entrée. Cette journée organisée dans le cadre du 50e anniversaire d'Héritage Montréal a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, du ministère de la Culture, de la Ville de Montréal et du groupe Carrosselli, propriétaire depuis 2010 du Rialto. Alors, je salue les membres du gouvernement, du ministère, qui sont nombreux, de la Ville, qui sont nombreux. Alors, on a demandé l'autorisation à certains de vos gestionnaires de vous libérer toute la journée. Alors, supposément que les gestionnaires, certains d'entre eux, sont trop occupés, mais on est bien content d'avoir les membres des équipes. C'est vous qu'on voulait voir. Depuis 1975, Héritage Montréal est un acteur important pour défendre et promouvoir le riche patrimoine de la métropole. La majorité d'entre vous seront par ailleurs surpris d'apprendre que nos revenus annuels proviennent à plus de 60 % de dons philanthropiques, à 25 % de nos activités projets et moins de 15 % de subventions. Pour continuer d'agir, pour en faire davantage, Héritage Montréal a donc besoin de vous, de votre appui. En cette année de notre 50e anniversaire, on compte de plus en plus sur vous. Donnez à Héritage Montréal. Merci encore pour votre présence nombreuse aujourd'hui et bonne discussion. Merci, Robert.
c'est formidable parce qu'on tient l'horaire. C'est une obsession qu'on s'est imposée pour la journée parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de la matière, il y a beaucoup d'aspects qu'on voudra aborder. Peut-être que vous avez entre les mains le petit programme qui aidera à guider l'horaire et tout ça. On apprécie cette discipline qu'on s'impose à nous-mêmes. Vous savez, c'est très difficile pour moi de dire quelque chose dans moins de 15 minutes. Alors, quelque chose d'utile. Voilà. Mais je suis un fan de la 80, puis j'en suis très fier, puis carrément pas. Alors, des aspects logistiques avant toute chose. On vous invite, en cette ère technologique, à mettre vos cellulaires en mode silencieux. C'est un premier point. On vous invite aussi, lorsque le besoin se fera sentir, à utiliser les toilettes qui sont situées à l'entresol du balcon. Il y en a certaines dans la salle pour le café, mais elles ne sont pas très nombreuses. Et on vous invite aussi à repérer les sorties de secours. Si on doit s'en servir, comme dans les avions, laissez vos bagages dans la salle. Il y aura des occasions de périodes de questions et d'échanges. Donc, certains micros sont dans la salle, vont être partagés. Ça, c'est les aspects logistiques. Je pense que j'ai pas mal tout couvert avec ça. Maintenant, les éléments de substance, parce qu'on n'est pas ici uniquement pour gérer de la logistique, on est là parce que le sujet nous est apparu à Héritage Montréal très pertinent. Déjà le 23 mai 2023, au Palais des Congrès, qui sincèrement est un bâtiment d'un intérêt patrimonial beaucoup moindre que celui-ci. On a tenu à l'occasion de l'Agora métropolitaine, la 5e édition, un atelier sur la requalification comme une piste de protection et de mise en valeur du patrimoine et des paysages. Ça a été l'objet de plusieurs recommandations. Je tiens à saluer ici la présence de la mairesse Chloé Hutchison de la ville de Hudson, qui vient d'arriver. D'ailleurs, on comprend les défis de transport collectif à l'échelle métropolitaine par sa présence à cette heure-ci. Elle est partie hier. Et c'est parce que le pont de glace a calé, évidemment, alors... Et Chloé Hutchison préside la commission de la CMM sur la culture et le patrimoine qui a fait des grands progrès suite à cette agora, et je pense que ça vaut la peine de le souligner. À l'époque, les intérêts étaient beaucoup tournés vers la question des ensembles patrimoniaux, les quartiers, les noyaux villageois à l'échelle de la CMM, et comment est-ce qu'on fait la relation entre requalification, protection du patrimoine et densification, amélioration des conditions d'habitat, etc. Je tiens également à souligner des partenaires très importants de cette discussion. Pierre Corriveau, président de l'Ordre des architectes, salut. Nathalie Prudhomme, de l'Ordre des urbanistes, devrait être parmi nous, ainsi que d'autres, que je les rappellerai tantôt, simplement pour dire que depuis 2023, on a tenu des tables rondes virtuelles qui sont encore disponibles sur l'Internet, si vous voulez les écouter, sur le thème des projets pionniers des années 80, sur le thème des... Je vais mettre mon horloge parce que sinon, je pense que ça va dépasser l'horaire. Parce qu'on n'a pas ici, on a toutes sortes de technologies, mais on a oublié de mettre une horloge, même un sablier serait utile. Et sur la question des pistes d'avenir, sur les lieux de culte, sur les codes des normes de bâtiment. Il y a beaucoup d'aspects qu'on a souhaité aborder. Et ce qui se dégage de ces réflexions, ce sont 5 grands sujets. Enfin, ce n'est pas nécessairement la structure de notre programme ici, mais autour de l'idée de l'opportunité que représente la requalification, des obstacles auxquels elle doit faire face. Lisez les journaux ces jours-ci, vous en voyez de nombreux qui sont décrits. Il y a des gens dans la salle qui ont même été interviewés par les journalistes. Et surtout des outils qu'on a inventés ou raffinés. Bien, il nous semble que les thèmes de la réglementation, les thèmes de la gouvernance qui mènent à bien ces projets, les thèmes du financement, les thèmes des normes et des codes techniques, et encore ceux des procédures qui créent des risques de délai, souvent des choses à discuter. On va les aborder dans notre programme aujourd'hui. Alors, parlant de programme, ben, il va commencer bientôt. Vous êtes dans la salle, il a déjà commencé.
Et on va commencer par un mot de bienvenue tchèque. Claudine Déhomme, dans quelques instants, va présenter un panorama. C'est important, c'est à l'occasion d'un 50e. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore en train de discuter de la lutte contre la démolition? C'est parce qu'on est rendu quelque part d'autre, même si la démolition reste, suivi d'une table ronde que ma collègue Taïka Baillargeon organisera pour voir un peu l'action citoyenne dans la requalification, parce que ça pourrait rester un sujet très technique, mais dans le fond, il y a une motivation civique derrière ça. On aura une pause café, rassurez-vous, on est quand même des Montréalais. Et même c'est un événement de portée nationale. La participation qu'on a ici, il y a des gens d'un peu partout, on en est très heureux et on sent que c'est une question qui n'est pas uniquement pertinente dans le 514, mais qui est bien à l'échelle du Québec. Et l'appui du ministère de la Culture est très intéressant pour ça. Donc, une table ronde à 10h45 que Marie Lessard animera sur le cadre d'action et les outils. On aura une période de questions à cette occasion, un lunch qui sera servi dans la salle que vous connaissez désormais, juste à côté. N'oubliez pas de présenter votre petit coupon. On revient à 13h15 précisément. Je pense que Carole Denigeon, on va compter sur elle pour son sifflement hypertronique à la Goldorak, qui va nous ramener tout le monde ici pour commencer une conversation sur le point de vue des architectes avec Julia Gersowitz et Manou Lapointe. On aura ensuite une conversation sur le thème de la gestion, du point de vue des gestionnaires, Philémon Gravel, Clément Demers. Il y aura des occasions de poser des questions également, d'échanger. Pause café, une conversation avec des promoteurs. C'est très important de les embarquer parce qu'ultimement, on peut dire ce serait le fun si, ce serait bien si, il faudrait que, mais ça nous prend des relais aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur communautaire et même dans le secteur public éventuellement, pour se diriger vers des conclusions et une intervention. Madame Lambert a insisté, qui est notre président fondateur, pour venir aborder ces questions, elle qui a le point de vue exceptionnel d'un regard sur l'évolution de Montréal. Et on va terminer par une réception parce qu'on est à Montréal, c'est tout. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Claudine Déhomme, qui va nous exposer tout ça. On la remercie et on la salue. Bonjour tout le monde. Heureuse de vous voir là en si grand nombre. Merci d'y être. Alors, le sujet qui nous réunit ce matin et pendant toute la journée est celui de la requalification du patrimoine. Il semble y avoir un consensus sur la pertinence de conserver le patrimoine en lui donnant un nouvel usage, des nouveaux usages. Mais qu'en est-il de la requalification? D'où est-ce que cela vient? Et où se situe cette approche dans l'ensemble des actions qui ont été menées au cours de 50 ans, notamment par Héritage Montréal? Donc, ma contribution, comme Dinou l'a déjà annoncé, c'est de nous plonger dans le passé un peu, non pas avec mélancolie, ni avec un devoir de mémoire nécessairement, mais je vous dirais plutôt que le regard par-dessus l'épaule auquel je vous convie est simplement pour mieux comprendre et instruire le futur. Donc, sans plus tarder, parce que je n'ai que 30 minutes, 2 remarques quand même, histoire de préciser certaines choses importantes. Ma présentation n'est qu'un panorama, je tiens à le dire. C'est un panorama qui est pris à une très haute altitude et donc je n'ai pas la prétention d'être exhaustive. En second lieu, vous savez, l'histoire est toujours le résultat de la personne qui fait des choix de faits pour raconter, pour témoigner de ce qui s'est passé. Je ne fais pas exception. J'ai passé avec beaucoup de plaisir 30 ans à collaborer avec Héritage Montréal et donc nécessairement cette collaboration colore mes choix. Donc mes excuses d'avance à certaines personnes qui ont peut-être d'autres points de vue sur certains dossiers que j'ai omis dans ma rétrospective. Alors la technologie fonctionne, yes! Alors, Héritage Montréal est créé en 1975 et à ce moment-là, Montréal vit déjà depuis quelques années des transformations profondes de son territoire.
Celles-ci, ces transformations-là, vous en voyez quelques-unes à l'écran, répondent à un nouveau contexte social, économique et politique qui s'implante au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La construction de tours au centre-ville contraste avec des bâtiments beaucoup plus petits, moins denses, qui étaient là autrefois, et bien entendu, l'aménagement de voies rapides et la banlieue font partie du nouveau paysage urbain au sortir de la guerre et donc dans les années 70 quand Héritage Montréal est créé. Ces transformations occasionnent nécessairement des démolitions de bâtiments qui sont témoins d'époques antérieures du développement de la ville, ce qui soulève l'ire des citoyens. C'est un phénomène qui ne touche pas que Montréal, mais bien l'ensemble des villes en Amérique du Nord, surtout celles à l'Est. Donc, des citoyens s'opposent, se mobilisent et se regroupent pour défendre des lieux. À Montréal, c'est la démolition de la maison Van Horn, dont le site est visé pour une construction d'un projet immobilier beaucoup plus dense, qui représente un point de bascule. C'est l'indignation qui mène à la création de Sauvons Montréal en 1973 et Héritage Montréal éventuellement 2 ans plus tard en 1975. La maison Van Horn, sa démolition est importante donc pour cette portion de l'histoire, cet épisode de l'histoire qui mobilise les citoyens. Mais c'est aussi un épisode important pour souligner l'évolution de la notion de patrimoine qui s'opère au cours de cette décennie. Cette notion de patrimoine, jusque-là, est en grande partie réservée aux lieux associés au régime français, les fortifications, les maisons de ferme, etc. Et cette notion de patrimoine s'élargit à partir des années 70 afin d'inclure des bâtiments de la seconde moitié du 19e siècle, tels que les maisons bourgeoises victoriennes du 1000 carrés. Le ministère de la Culture, à l'époque, le ministère des Affaires culturelles, octroiera à plusieurs de ces bâtiments qui sont situés au centre-ville un statut juridique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Le 15 janvier 1974, par exemple, d'un coup, 3 maisons sont reconnues, les numéros 1, 2 et 3 sur l'image que vous voyez, suivis en 1975 du classement de la maison George Stephen, incluant une partie de son intérieur. La lutte aux démolitions porte également sur des ensembles conventuels, surtout ceux situés au centre-ville. Il faut se situer un peu à l'époque. C'est le moment où les communautés religieuses commencent à avoir une baisse d'effectifs assez importante. Les pressions sont fortes sur les territoires qu'elles occupent, d'autant qu'elles sont situées, ces propriétés, sur des emplacements qui attirent beaucoup les promoteurs immobiliers. Un cas notoire est celui de la maison mère des Sœurs Grises, rue Boulevard René-Lévesque, un site qui, comme on le sait aujourd'hui, est occupé en grande partie par une résidence universitaire de Concordia, un très beau projet de requalification d'ailleurs. Mais dans les années 70, l'ensemble est classé parce qu'il est menacé par un projet immobilier et ce classement met fin à ce projet que voici. Donc, un projet immobilier ici, un projet immobilier privé de Valorivest qui prévoyait la construction de logements, de bureaux, d'habitations et même un hôtel, ce qui aurait occasionné la démolition de l'ensemble du couvent et ne conservant que la chapelle que vous voyez peut-être au centre, toute petite, qui, elle, était destinée à recevoir des usages communautaires tout en maintenant sa fonction de lieu de culte. Donc, on est quand même bien content que ça ne se soit pas produit. L'impact des demandes de classement ou de citation dans les années 80 en vertu de la loi sur le patrimoine culturel n'a pas fait l'objet d'études précises, mais on devine néanmoins l'importance du rôle des classements et des citations. Ici, vous avez un édifice conventuel qui n'a pas bénéficié de ce statut. C'est l'ancien collège Sainte-Marie des Jésuites qui a été fermé en 1975 suite à l'incorporation de l'institution dans l'UQAM qui venait d'être créée. Les citoyens ont demandé une demande de classement ainsi que pour l'église du Jésus qui est située immédiatement au nord de ce bâtiment. Malheureusement, ce n'est que le classement de l'église du Jésus qui a été retenu et le couvent ou le collège Sainte-Marie a été démoli. Les limites du statut juridique se sont révélées, à mon avis, dans les années 80 avec le dossier de sauvegarde du couvent Saint-Isidore et des Sœurs de la Providence. En ce qui me concerne, c'est un dossier extrêmement important. Ce fut d'ailleurs un de mes premiers dossiers en patrimoine quand j'ai commencé en 1995.
C'était au sujet donc de ce couvent qui comptait parmi les derniers vestiges du village de la Longue-Pointe qui avait été, vous en rappelez certainement, certaines personnes dans la salle, complètement démoli pour le passage du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine dans la seconde moitié des années 1960. Donc, l'environnement champêtre que vous voyez sur l'image du musée McCord avait progressivement disparu au profit du déplacement du port vers l'est. Le couvent est cité par la Ville de Montréal en 1990, alors qu'il est entouré déjà de friches et de conteneurs. Son avenir était déjà menacé. Donc, cette citation par la Ville de Montréal n'a pas servi à conserver le couvent parce qu'il fut démoli malgré les représentations des regroupements en patrimoine, Héritage Montréal, le CMSQ à l'époque, Action Patrimoine aujourd'hui, et malgré l'avis du CCM-PBC, c'est-à-dire le Comité consultatif de Montréal pour la protection des biens culturels. Donc, pourquoi je dis que ce dossier est très important? Parce qu'à mon avis, il a révélé plusieurs choses, 3 choses en fait. Dans un premier temps, que le statut juridique n'était pas un gage de conservation. Le couvent a été démoli sans que le règlement de citation n'ait été abrogé. En deuxième lieu, pourquoi ce dossier fait école? Les propriétaires, les religieuses, les Sœurs de la Providence, étaient contre la citation patrimoniale de 1990 et les religieuses ont fait des représentations auprès de l'administration municipale en disant que personne ne souhaiterait acheter la propriété avec l'obligation de conserver le bâtiment. On ne peut pas dire qu'elles avaient tort. Mais je pense que ça nous a fait réfléchir, les gens en patrimoine, sur qui décide de ce qui est patrimonial et peut-on parler de patrimoine sans volonté citoyenne. Et enfin, la troisième raison pour laquelle je trouve que le couvent Saint-Isidore a été très important, nous a marqué, c'est qu'il y avait là une perte de contexte environnant, remplacée par les industries. Et ce contexte-là, sans sa présence autour du bâtiment, a certainement diminué l'intérêt patrimonial du couvent. Donc, sans contexte, est-ce qu'un lieu peut avoir un sens? D'autres discussions vont suivre aussi avec les mêmes questions, suscitées par 2 autres dossiers qui me viennent à l'esprit. La maison La Fontaine, par exemple, sur l'îlot Overdale, cité monument historique par la Ville de Montréal et abandonné pendant plusieurs années, comme on le sait, avant d'être restaurée, pour ne pas dire reconstruite, tellement elle était en mauvais état. Et l'autre dossier qui me vient à l'esprit, c'est celui du Théâtre Civil, rue Sainte-Catherine-Ouest, laissé à l'abandon malgré son statut de monument historique cité et démoli au début des années 2000. Et puis, vous l'avez vu, la diapositive, parce que je ne suis pas très habile avec ce dispositif. Vous avez vu donc ce dossier aussi de la maison Baptiste-James à Kirkland, dans le West Island, dont l'environnement a été complètement modifié. Le classement ne s'applique qu'à l'empreinte au sol du bâtiment et non pas avec une aire de protection ou une zone tampon. Donc, bien que la maison ait été conservée et même restaurée, que dire de sa valeur patrimoniale maintenant que le bâtiment est complètement dénaturé? Donc, malgré ces failles, il reste que le statut juridique a été et est resté d'une manière assez continue, une manière efficace de contrer la démolition pour les groupes en patrimoine au cours des 50 dernières années. À preuve, 2 classements relativement récents, celui du 9e étage en 2000, demandé par Héritage Montréal en 1999, au moment où le magasin Eaton ferme. Pendant de longues années de dormance du lieu, le ministère a veillé à son bon maintien auprès de son propriétaire. Et plus récemment, sentant l'inquiétude quant à l'avenir de la maison Fulford, Héritage Montréal a demandé le classement de cette maison, une demande à laquelle la ministre Roy a donné suite. Les leçons du couvent Saint-Isidore puis de la maison James, là, je change de la non-démolition à la non-construction. Les leçons du couvent Saint-Isidore de la maison James, en lien avec le contexte, permettent de souligner, je crois, l'évolution de la notion de patrimoine, que je situerais quelque part dans les années 80, seconde moitié des années 80. S'il est vrai que déjà dans les années 60, il y a des secteurs sauvegardés, des arrondissements historiques, des ensembles qui sont reconnus comme patrimoniaux, ce que l'on voit dans les années 80, c'est une plus grande sensibilité envers l'ensemble des composantes qui font la ville. Donc, d'une définition
essentiellement conçu sur la base de l'architecture comme objet d'art, le patrimoine se comprend de plus en plus avec un regard large à l'échelle du paysage. Et le dossier le plus hâtif qui témoigne de cette évolution est certainement celui de l'avenue McGill College au centre-ville, où il ne s'agissait pas donc de protéger un bâtiment de la démolition, mais plutôt un corridor urbain de la construction, ce corridor urbain qui permet une vue vers le Mont-Royal depuis la place Ville-Marie. Voici le projet qui était envisagé, qui aurait bloqué donc cette perspective visuelle et qui a soulevé les protestations de la part d'une coalition d'acteurs de la société civile émanant à la fois du secteur privé autant que des citoyens et aussi Héritage Montréal. Donc, cette coalition a mené à des consultations publiques à l'époque, ce qui, il faut bien se le rappeler, est quelque chose de relativement nouveau dans le paysage montréalais de la conservation du patrimoine, parce que l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, n'existe pas. Le Bureau de consultation publique de Montréal, le BCM, qu'on a des acronymes, lui va venir dans quelques années suivant l'administration dorée qui est portée au pouvoir. Donc, je pense que c'est une des raisons qui a motivé Héritage Montréal à en faire une des inspirations que je vous invite fortement à aller visionner sur leur site Internet, ce qui vous permettra d'entendre des propos de Phil O'Brien, un promoteur immobilier, qui s'est senti très interpellé par le dossier de l'avenue McGill College et qui explique un peu comment il s'est impliqué dans la coalition et ce qui a mené ultimement à l'abandon du projet immobilier. Les luttes pour le Mont-Royal illustrent bien aussi la conception du patrimoine en tant que paysage. Dans les années 1970, il y a eu des luttes pour préserver des grands ensembles conventuels sur les flancs du Mont-Royal, ça va de soi. Je pense en particulier au domaine des Sulpiciens que les promoteurs immobiliers convoitaient. Toutefois, à partir des années 80, le patrimoine du Mont-Royal sera de plus en plus connu et reconnu afin d'inclure non seulement le legs du parc du Mont-Royal conçu par Frederick Law Olmsted, mais aussi l'ensemble des composantes naturelles et culturelles comme le bâti, les voies de circulation, les percées visuelles et aussi les usages, l'ensemble formant un tout qui a marqué l'histoire du développement de Montréal à travers les différentes époques. Je pense que cet intérêt pour la montagne comme un tout se manifeste de manière plus évidente avec le projet de construction d'une tour de transmission qui était prévue, dont la hauteur aurait triplé celle qui existait déjà. Avec un tollé de protestation, les Amis de la montagne sont formés. Les citoyens se créent les Amis de la montagne en 1986 et forment une alliance avec Héritage Montréal pour justement demander le classement de la montagne auprès du gouvernement provincial. C'est plutôt le palier municipal, comme on le sait, qui, après la délégation de pouvoir suite au changement de la loi sur le patrimoine culturel en 1985, va créer le site du patrimoine du Mont-Royal. Et le gouvernement du Québec suivra, mais en 2005 seulement, avec un statut que l'on appelait à l'époque l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, une première d'ailleurs au Québec. Au cours des années 90, il y aura eu plusieurs luttes pour la non-construction afin de préserver cet élément phare de l'identité montréalaise, le Mont-Royal. Je pense entre autres au monastère des Sœurs adoratrices du Précieux Sang et la ferme sous les noyers du domaine des Sulpiciens. Autre type d'action, la concertation, le développement des connaissances, les colloques et les comités. La contribution d'Héritage Montréal à la conservation du Mont-Royal au fil des décennies illustre bien, je crois, la diversité des actions menées par l'organisation au fil des années. Je m'explique. Tout en maintenant des activités de représentation auprès des décideurs et des administrateurs publics, Héritage Montréal a développé progressivement à partir des années 90 des actions dans le but d'influencer les politiques en patrimoine, en aménagement urbain et en architecture. Simplement en lien avec le Mont-Royal, Héritage a participé à l'organisation du Sommet du Mont-Royal en 2002 avec les Amis et la Ville de Montréal à l'occasion du 125e anniversaire de la création du Parc du Mont-Royal. Le but de cette rencontre était de discuter de l'avenir de la montagne. Héritage a siégé à la table de concertation du Mont-Royal depuis sa création, et il siège toujours, en 2005.
laquelle réunit des représentants des villes de Montréal, de Westmount, des grands propriétaires institutionnels et d'autres acteurs de la société civile. En 2015, c'était une participation pour le plan de conservation pour le site patrimonial. En 2019, à l'invitation de la SQI, la Société québécoise des infrastructures, c'est la participation à un comité d'experts. Là, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des listes de participation de comités très, très longues, mais je pense que vous avez compris que l'intention qui se développe avec ces participations, c'est de se concerter et de travailler en amont les dossiers, de manière à éviter des luttes à la pièce comme celles qui ont caractérisé les années 1970 et même 80. Pour appuyer Héritage Montréal dans ses prises de position, eh bien, le COPA, dont parlait Robert tout à l'heure, a été créé, si je ne m'abuse, à la fin des années 90, Marie, non? Début 2000, merci. J'étais sur le point d'y arriver. Le COPA, c'est un regroupement de bénévoles qui appuie Héritage Montréal dans la formulation de ses positions et qui parfois prête main forte à la permanence dans la participation de certains de ces comités. Ah oui, ce colloque que vous voyez, c'est difficile de prendre des photos de réunions, hein? Donc j'étais un peu prise de court, puis beaucoup de ces réunions-là ne sont pas en ligne, donc voilà. Alors, je vous ai mis une photographie d'un colloque qu'Héritage Montréal a organisé en 2014 sur l'intégrité, un colloque international, dans le but de réfléchir à cette question importante, hein, cette notion dans le domaine du patrimoine, authenticité et intégrité sont très importantes. Ici, un colloque qui portait sur l'intégrité et qui a donc, avec le concours des autorités publiques, permis une réflexion extrêmement intéressante sur le sujet. Donc, développement des connaissances, ça fait aussi partie de ces actions d'Héritage Montréal. Et juste pour le bénéfice de M. Cariocelli qui nous accueille, sachez qu'il y a déjà eu un colloque au Rialto sur l'avenir des cinémas organisé par Héritage Montréal conjointement avec la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Donc, beau retour du pendule, dans une certaine manière. Éducation, mise en valeur, renforcement des capacités, on ne peut pas passer sous silence ces activités que j'appellerais les forces silencieuses d'Héritage Montréal. Je dis force parce que de telles activités ont fait partie de l'organisation depuis ses débuts, et ce, de manière constante et continue. Silencieuses parce qu'elles n'ont pas toujours reçu l'attention des médias et la valorisation que sous-tend toutes les énergies investies dans ces activités, bien que je convienne que depuis l'avènement des événements en ligne, il y a un petit peu plus d'attention portée vers cette contribution extrêmement importante. Deux caractéristiques principales sont associées à ces actions. Dans un premier temps, leur grande diversité, et je n'ai que 3 diapositives pour vous la démontrer, mais j'aurais pu encore là passer beaucoup de temps à vous en parler. Donc, la diversité et la contribution des bénévoles, qui est là aussi une force insoupçonnée, qui fait partie du modus operandi d'Héritage Montréal depuis son début. Alors, quelques images. En supplément, j'ajouterais à ces images des visites guidées, que l'on appelle des architectures maintenant, mais qui ont pris naissance dans les quartiers depuis 1988, en prenant la relève de Sauvons Montréal. Des échanges urbains depuis 2012, des tables rondes virtuelles, Dino en parlait tout à l'heure, notamment à l'occasion de la Journée internationale des monuments et sites, des formations spécifiques sur le patrimoine, pour le Centre de services scolaires de Montréal, pour les architectes en partenariat avec l'OAQ. Donc, énormément d'activités pour connaître et faire connaître le patrimoine à Montréal. Un autre exemple ce sont les publications, des traces qui restent, qui portent de la connaissance et de l'intérêt patrimonial de certains lieux, des plaques installées rue Sherbrooke et Square Dorchester, la Pinte de lait, probablement une des actions les plus singulières d'Héritage Montréal qui a visé à la restauration de cet ancien château d'eau. Patrimoine en marche, on avait du papier autrefois, mais on faisait des choses extraordinaires. Patrimoine en marche, c'était une invitation à découvrir le patrimoine dans les quartiers.
Et les citoyens se promenaient et regardaient pour des pastilles jaunes de peinture peintes sur le trottoir, se levaient la tête et lisaient le commentaire. C'est génial. C'était publié par Héritage Montréal, confectionné par Héritage Montréal à l'occasion du 350e anniversaire de la Ville. Et une dernière diapositive pour vous parler du renforcement des capacités. Aussitôt que mon téléphone se réveille, voilà, qui vise à créer des outils pour aider les citoyens à protéger eux-mêmes leur patrimoine. D'abord à le connaître et ensuite le reconnaître et ensuite agir pour sa conservation. Dès le départ des groupes de rénovation domiciliaire, depuis 1981, les guides techniques sur des matériaux et assemblages particuliers aux bâtiments patrimoniaux, comme vous avez en bas à droite, le guide du patrimoine, 98, un peu un vade-mecum du patrimoine qui était conçu, et plus récemment, la plateforme Memento qui invite les citoyens à signaler des cas où le patrimoine serait menacé. Donc, vitesse grand V, maintenant j'arrive à la requalification. Tout le monde, réveillez-vous, ça y est. S'il y en a parmi vous qui pensiez que la requalification, c'est quelque chose de nouveau, bien, détrompez-vous. On en parle dans le milieu de la conservation du patrimoine depuis la fin des années 1970. N'oubliez pas, les années 70, c'est la période des crises, des premières crises énergétiques, les crises du pétrole, de l'OPEP et du conflit Iran-Irak. Donc, le besoin de conserver l'énergie est apparu dans la tête des gens et associé au patrimoine, donc, très rapidement. Et le Québec n'est pas en reste de cette discussion. Au contraire, le Québec organise en 1981, à l'École d'architecture de l'Université Laval, sous la tutelle de Joseph Baker, un colloque international sur la requalification. Quand on lit les propos de Denis Vaugeois, alors ministre de la Culture, dans la présentation du colloque, ils sont au diapason des discours et des préoccupations d'aujourd'hui. C'en est extrêmement surprenant et en même temps déstabilisant. Il y a aussi à l'époque, en 1983, un numéro spécial de la revue Continuité entièrement consacré à la reconversion, c'est comme ça qu'on appelle ça, que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt et j'aimerais partager avec vous quelques-unes de mes trouvailles. Dans ce numéro spécial de Continuité, par exemple, on cite le cas très hâtif et exemplaire de la reconversion des anciens entrepôts des sœurs hospitalières dans le Vieux-Montréal en Cours-le-Royer, habitation et bureaux. On parle aussi dans cet article-là de l'intérêt de faire des gestes qui sont réversibles, qui sont avec retenue, de la compatibilité des nouveaux usages avec les bâtiments existants. J'ai appris dans ce numéro de Continuité également que le Crédit foncier, qui est une institution bancaire qui n'existe plus aujourd'hui, offrait un prix annuel pour récompenser les projets privés qui réutilisaient des bâtiments. C'était une somme de 20 000 $ consacrée aux gagnants, que le gagnant se partageait, c'est-à-dire le promoteur immobilier et l'architecte. En me disant ça, je me suis dit, wow, des banquiers qui s'intéressent à la requalification puis qui en parlent positivement. Eh bien, de trouvaille en trouvaille, j'ai appris, et ça, je pense que c'est absolument extraordinairement inspirant, j'ai appris qu'en 1977, le ministère des Affaires municipales du Québec, gouverné par Guy Tardif, met en place un programme exploratoire de transformation d'écoles excédentaires en logements, parce qu'on fait face à une crise du logement à ce moment-là. Eh bien, 82, 5 ans plus tard, le programme géré par la SHQ, la Société d'habitation du Québec, avait financé la réutilisation de, tenez-vous bien, 31 bâtiments en 953 logements. Il semble qu'on avait les moyens de nos ambitions à cette époque-là. Alors, c'est difficile d'expliquer pourquoi ce discours et ces expériences positives sur la requalification semblent s'être estompées au fil des décennies. Pourtant, il y a eu des requalifications. Je vous montre que 2 diapositives de lieux requalifiés au cours des années 90, 2000, 2010 et même certains tout récemment. Des exemples que j'estime réussis, certains vous les connaissez, donc vous avez eu le temps de voir ma diapositive, je passe à la suivante parce que le temps file. Des exemples qui montrent la variété à la fois des lieux que requalifiés, des nouveaux usages et de la période dans le temps où ces projets ont été réalisés. Il reste toutefois que, collectivement, je pense qu'on a raté le bateau avec certains lieux du patrimoine qui ont
eu peu d'égards, voire pas du tout d'égards au moment des discussions pour la construction du CUSUM, du CHUM et dans le cas de la Bibliothèque Saint-Sulpice, de la construction de la grande bibliothèque. Il me semble que c'est un manque flagrant de planification à l'endroit du patrimoine qu'on n'a pas su voir comme une opportunité. Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Je ne sais pas, on pourra s'en reparler au cours de la journée, mais il reste que, à mon avis, on préfère les pelleter de terre et couper des rubans d'inauguration que d'annoncer la requalification de nouveaux bâtiments. Pour conclure, parce qu'il me reste 2 minutes, quelques remarques. Donc, un bilan d'action très riche, je pense que vous en conviendrez. Beaucoup de chemins parcourus depuis 50 ans, mais est-ce que les choses ont tant changé? Il y a des journées où je vous dirais un oui affirmatif et d'autres un non. Donc, j'ai choisi de répondre à ma propre question de manière ambivalente en vous disant oui et non. Je vous dirai oui plus tard. Mais non, les choses n'ont pas changé. Quand je lis des titres comme ceux-ci dans les journaux tout récemment, je me dis que pour les prochaines années, les actions d'Héritage Montréal continueront d'être celles de la représentation, celle de la mobilisation, de la sensibilisation et de la mise en valeur. Et dans un sens, si ce n'est pas Héritage Montréal qui le fait, qui le fera? 50 ans d'action plus tard, il faut aussi constater que le patrimoine reste marginal au regard de cette société de consommation dans laquelle nous vivons qui adore le neuf. Et quand le patrimoine se trouve dans un état de détérioration avancée comme l'hôpital de la Miséricorde, une chose qui est redevable à plusieurs années d'abandon, on conviendra aussi que la partie n'est pas gagnée d'avance pour convaincre du bien fondé de conserver le patrimoine. Donc, je crois que le discours du patrimoine se devra d'être plus nuancé afin que sa préservation ne soit pas en opposition aux solutions que l'on cherche à trouver pour pallier aux crises auxquelles nous faisons face, crise climatique, crise du logement, crise sociale. Au contraire, il faudra que nous trouvions des arguments pour convaincre de se servir du patrimoine. Et c'est là que la requalification me semble intéressante et que je réponds un oui plus affirmatif et enthousiaste à la question « est-ce que les choses ont changé ?» Parce que qu'est-ce qui est nouveau dans l'écosystème du patrimoine? C'est qu'il y a des nouveaux joueurs qui s'intègrent progressivement depuis, je dirais, à peu près les 15 dernières années. Et ce sont des acteurs dont le parcours qui les a menés au patrimoine n'est pas celui qui est traditionnellement associé au patrimoine, c'est-à-dire via l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, comme moi, par exemple. Certaines de ces personnes prendront la parole aujourd'hui. Je crois que ces nouveaux acteurs, est non seulement un phénomène heureux, mais nécessaire pour assurer des changements de fond systémiques, n'en déplaise à la CAQ, dont nous avons besoin. C'est ma dernière diapo pour vous dire que dans cet écosystème en évolution, Héritage Montréal va avoir un rôle déterminant à jouer dans les années à venir comme gardien du savoir. Si on convient tous et toutes que la requalification est la voie du futur pour le patrimoine, l'expertise en patrimoine sera absolument nécessaire pour calibrer les transformations aux bâtiments patrimoniaux. Parce que ce qui est patrimonial n'est plus seulement des belles vieilles pierres. Il y a aussi un patrimoine qui naît du sentiment d'appartenance et de l'attachement qu'éprouvent des citoyens à l'endroit de lieux. Et c'est le sens des balances qui sont à l'écran qui illustrent que les décisions pour la requalification des lieux patrimoniaux ne répondent pas évidemment à des recettes uniques et que l'équilibre entre le changement et le statu quo est absolument l'objectif que l'on se doit d'atteindre. L'expertise en patrimoine, qui inclut 50 ans de réflexion, de théorique et issue de la pratique, d'expériences d'ici et d'ailleurs, de cadres de gestion, cette expertise-là, Héritage Montréal la possède. L'organisation se doit de la perpétuer, à mon avis, et de l'actualiser. Et ce processus-là est déjà en cours. Et c'est ce que vous pourrez constater par vous-même lors de la prochaine table ronde qui commence à l'instant. Et je laisse donc la parole à ma collègue Taïka. Merci de votre attention.